Alors bonjour, je fais les éditions Claire Pollan qui portent mon nom. Voilà, je travaille depuis 1997, toute seule, mais avec l'aide de beaucoup de gens qui m'apportent des textes, qui les travaillent avec moi. Et je suis d'abord et avant tout spécialisée dans la littérature autobiographique. Alors, toute forme de littérature autobiographique, depuis la note de blanchisserie jusqu'au journal intime extrêmement bien écrit et fait pour le public, jusqu'à la correspondance littéraire, jusqu'aux mémoires, les souvenirs, toute forme de littérature autobiographique, vraiment, même très peu écrite, même des notes. Voilà, moi c'est ça que j'aime lire. J'aime pas beaucoup lire de romans et de fiction, et c'est pour ça que je me suis intéressée si fort à la littérature autobiographique. Et c'est pour ça que je suis aussi un petit peu seule sur ce créneau dans l'édition française, parce que ça demande énormément de travail. C'est des textes qu'il faut lire en manuscrit, qu'il faut recopier, qu'il faut introduire, il faut faire des notes, il faut faire des index, toutes choses qui permettent de comprendre intimement le texte qu'on va éditer, et de l'accompagner et de le porter comme ça au jour et de permettre de lui trouver un public. Voilà, c'est tout ce travail que je fais avec l'aide de gens qui m'apportent très gentiment et avec le goût de la qualité du livre bien fait, des textes que je choisis d'éditer ou pas. Donc depuis 1997, j'ai publié pas mal de livres de femmes, de témoignages de femmes, de journaux de femmes. J'ai commencé par Catherine Pozzi, qui fut une grande poétesse et la maîtresse de Paul Valéry, à tel point que plusieurs fois on a cru que des textes qu'elle ne signait pas anonymement dans la NRF étaient écrits par Paul Valéry. Donc une coïncidence de style et de pensée très important. J'ai aussi découvert Mireille Havet et son journal, dont plusieurs personnes d'ailleurs m'ont parlé ici à Douarnenez, et ça m'a fait fort plaisir. Et Mireille Havet était une jeune femme, jeune fille presque, qui a été publiée à 13 ans par Guillaume Apollinaire dans les soirées de Paris. Donc elle avait un côté écrivain prodige. Et elle a continué sur cette lignée, c'était aussi une poétesse. Et puis elle a tenu un journal qui a viré au moment de la Première Guerre mondiale vers deux domaines qu'elle était la seule à pouvoir traiter de cette manière-là, l'homosexualité féminine et la drogue. La guerre étant arrivée, tous ses amis garçons sont partis au front. Elle avait 14 ans, 15 ans à ce moment-là. Et donc elle s'est retrouvée toute seule et elle a jeté son dévolu sur quelques jeunes filles esseulées qui se trouvaient par là. Elle en parle très bien, avec beaucoup de lyrisme et de qualité spirituelle. C'est pas du tout quelque chose de vulgaire, c'est vraiment un très beau témoignage qu'elle fait. Et puis, au lendemain de la Première Guerre mondiale, ça je l'ai appris en travaillant le texte justement, il s'est trouvé que les populations françaises avaient tellement souffert que l'État a permis que des fumeries d'opium s'installent un peu partout, en tout cas à Paris. Il y en avait plus de 76 au lendemain de la Première Guerre mondiale, et Mireille Havet a commencé à fréquenter ces fumeries d'opium avec la veuve de Roland Garros, et de fil en aiguille, elle a commencé à se droguer de plus en plus, et son journal se termine en 1929, 3 ans avant sa mort très prématurée, à 33 ans, par infection généralisée de tout son corps. C'était une femme, une jeune fille qui a vu le mur du fond et qui a appuyé sur l'accélérateur et qui est allée se scratcher comme ça en pleine jeunesse. Mais qui a laissé donc un très très beau journal. J'ai aussi publié le journal de son opposée, Hélène Opnaud, qui était la femme d'un ambassadeur et qui, elle, voyait tout, notait tout, ne donnait aucun commentaire en public et qui, à la fin de sa vie, s'est mise à relire tout son texte et à le dactylographier. Et c'est un journal qui va des années 1918 à 1944, un journal d'une lucidité, d'une tenue absolument irréprochable, vraiment une femme très très bien, et qui a connu beaucoup d'écrivains, et elle s'amusait avec les écrivains, ça la distrayait du milieu diplomatique. Donc on a ces deux tendances dans son journal qui sont tout à fait intéressantes. Et puis je publie aussi beaucoup de correspondances littéraires aussi, donc entre écrivains,
à la fois parce que ça m'intéresse beaucoup, bien que ça soit double de travail, parce qu'il faut connaître bien la vie et l'œuvre d'un auteur et la vie et l'œuvre de l'autre auteur, le correspondant et le scripteur. Et ça, j'aime vraiment beaucoup ça, je trouve que c'est très vivant, et puis on voit tous les dessous de l'histoire littéraire, comment les choses se passent vraiment. Et par exemple, récemment, j'ai publié la correspondance entre mon grand-père Jean Paulhan, du temps où il était directeur de la Nouvelle Revue Française, et Pierre Drieux-La Rochelle, qui a été nommé par les Allemands arrivant à Paris en 1940, directeur de la Nouvelle Revue Française à la place de Jean Paulhan. Et leur dialogue aurait pu être conflictuel, c'est comme deux hommes avec une même femme. Eh ben non, pas du tout, il est respectueux, complexe, et ils essayent de maintenir un dialogue malgré les circonstances. Mon grand-père était résistant, Drieux-La Rochelle était collaborationniste, et l'un et l'autre savaient ce que l'autre était, mais ils ont tenté jusqu'au bout, jusqu'à 1944, jusqu'au suicide de Drieux-La Rochelle, qui intervient en 1945, de maintenir un dialogue. Parce qu'ils avaient une idée plus forte que tout, qui était l'amour de la littérature. Et puisqu'on est à Douarnenez, j'ai apporté la correspondance entre mon grand-père et Georges Perros. Alors là, il y a une grosse différence d'âge, parce qu'ils sont... Georges Perros est de la génération suivante, et il est très sauvage, très particulier, et mon grand-père essaye de le faire rentrer dans l'équipe de la NRF, de le convaincre de travailler, de faire des critiques. Et Perros refuse tout ça, tout en étant extrêmement ému que le directeur de la NRF s'intéresse autant à lui. Et mon grand-père s'intéressait à lui parce que c'était un vrai grand écrivain, avec sa sauvagerie, son côté extrêmement sauvage. Quand il est venu s'installer à Douarnenez, c'est vraiment pour ne plus avoir affaire au milieu parisien, dont mon grand-père était une des sortes de figures importantes. J'ai publié aussi une correspondance très légère, pour ne pas dire leste, de Félix Fénéon, sur lequel il y a actuellement une exposition au Quai Branly, et puis il y aura une autre exposition aussi à l'Orangerie bientôt. Et Félix Fénéon a été un grand critique d'art, très intéressant, parce que il a inventé tout un langage pour parler des tableaux et de la littérature, et en plus il se situait dans la lignée de Mallarmé. C'est-à-dire que moins il en disait, plus c'était efficace. Ce qui pour un critique, dont on est habitué à les voir bavards, intervenants surtout, Fénéon c'était le genre de bonhomme qui a absolument dissimulé toute trace. Il ne signait pas ses articles, on ne sait pas ce qu'il a fait entre 1920 et 1942 par exemple. C'est long dans la vie de quelqu'un. On sait qu'il a pris sa retraite, et qu'est-ce qu'il a fait? Personne ne sait. Il n'a pas écrit, on ne sait pas où il est allé en vacances. Voilà. Drôle de personnage, extrêmement intéressant. Et j'ai aussi publié récemment la correspondance entre Simone Veil à gauche et Joé Bousquet à droite. Il n'y a que 7 lettres, ça fait quand même un gros volume de presque 200 pages. Et ce sont 7 lettres qui parlent de la révélation mystique qu'a représentée pour Simone Veil la rencontre de Joé Bousquet, qui était un poète qui était paralysé depuis la Première Guerre mondiale pour avoir montré trop d'héroïsme. Il a emmené ses troupes au front, et il a été le premier blessé par une balle à la colonne vertébrale. Et il a donc été immobilisé, il est mort en 1950, donc il a été immobilisé de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'en 1950. Et il écrivait énormément, il écrivait des lettres, mais aussi il écrivait dans les revues. Et Simone Veil, sur sa fuite de Paris jusqu'à Marseille, les États-Unis et l'Angleterre, a voulu absolument voir Joé Bousquet, qu'elle ne connaissait pas. Et ils ont passé 2 nuits ensemble dans la maison de Joé Bousquet. Ils ont parlé de Dieu, de la littérature, de philosophie. Bousquet était complètement exténué après ces 2 nuits. Elle, Simone Veil, avait repris des forces, et à partir de cette rencontre avec Joé Bousquet, toute son œuvre a changé. Elle s'est autorisée à dire des choses
C'est comme si les vannes avaient été ouvertes, quoi. Donc c'est un moment important de la vie de Simone Weil, concentré dans ce petit livre, et qui, à ma grande stupéfaction et plaisir, a remporté beaucoup de succès. Alors juste une chose, c'est intéressant que tu aies parlé d'autobiographie, parce que tu as tiré dans le petit sac tout à l'heure la lettre A. Voilà, alors c'est la seule lettre que j'avais envie de tirer, parce que c'est A comme autobiographie, et j'ai eu le bonheur d'avoir la main chanceuse ce jour-ci, et ça m'a fait très plaisir. Je crois que si j'avais tiré une autre lettre, je serais revenue à la lettre A, parce que c'est vraiment l'autobiographie qui, moi, m'intéresse, comme je l'ai dit au début, sous toutes ses formes, mais c'est vraiment l'axe de mes éditions et de mes goûts en littérature et en lecture. Je ne lis que des journaux intimes, que des choses qui ont à voir avec ça. Donc je m'appelle Alain Rebourg et je représente ici les éditions Isabelle Sauvage. Alors il y a un petit jeu qui m'a été proposé, c'est de tirer une lettre dans un petit sac, et j'ai tiré la lettre S. Ce qui tombe plutôt bien puisque je représente les éditions Isabelle Sauvage, et donc je suis directement dans mon sujet puisque Sauvage commence par un S, au cas où quelques personnes n'auraient pas saisi. Voilà. Les éditions Isabelle Sauvage, ils sont créés autour de justement Isabelle Sauvage en 2002, qui est typographe et qui faisait des livres d'artistes. Et puis en 2007, avec moi, on a décidé d'étendre un peu les éditions voilà, et donc on a commencé à publier des livres classiques en offset, etc. Donc plutôt de la poésie et du récit contemporain, enfin des écritures nouvelles, on va dire, parce que la poésie est un peu complexe. Et donc, on a créé une première collection qui est celle-là, qui s'appelle Présent Imparfait, qui est notre collection un peu phare et qu'on tient donc depuis 2007. Et on est à, une cinquantaine de titres depuis 2007 dans cette collection. Et puis, on a décidé un peu d'élargir les choses. Et donc, on a créé une autre collection il y a 4-5 ans qui s'appelle la collection Singulier Pluriel, qui est plutôt des récits. Voilà. Là, on a une quinzaine de titres à peu près dans cette collection. En tout, dans notre maison d'édition aujourd'hui, là, en quelques années, on a une centaine de titres. Donc on publie 10-15 livres à peu près par an. Et c'est beaucoup de livres, donc on va essayer un peu de réduire dans les années prochaines. Mais bon, à chaque fois qu'on dit ça, on a des projets qui nous arrivent qui sont extraordinaires, donc on les publie. Et voilà, donc les textes qui arrivent entraînent les choses. On a aussi ouvert sur d'autres collections, qui est entre autres celui-là, qui est une collection qui s'appelle Chaos, qui est une collection de traduction. Que ça soit de la poésie ou des récits, et on veut que ça soit une collection de traductions qui nous disent quelque chose politiquement du monde. Alors, politiquement au sens très large du terme. Par exemple, celui que je vous montre là, de Seja Stoschka, et le récit de la déportation d'une jeune Rome autrichienne. Elle écrit ça quand elle a 70 ans, à la fin de sa vie en tout cas. Et c'est un récit qui est très doux, qui à hauteur d'enfant, un peu inimaginable quand on parle de la déportation aujourd'hui. Et il y a d'autres livres qu'on a publiés dans cette collection, mais l'idée est celle-là. Voilà. Après, sauvage, c'est aussi le mot sauvagerie. C'est un peu, on cherche des textes qui ont un peu une manière de se positionner de manière sauvage. Je
rattache quand même un peu les choses, mais bon, de manière sauvage par rapport aux normes de la société, par rapport aux assignations que les gens subissent, par rapport aux corps qui sont normés, etc. Donc notre idée, que ça soit en poésie ou en récit, c'est que on va chercher des textes qui disent un peu de ça, du côté individuel, du côté intérieur aussi, du côté des corps. Voilà, par exemple, le premier livre que je vous montrais, Parole Personne, dans la collection Présent Imparfait, c'est Anne Malaprade écrit de la place d'une femme, de son corps souffrant, de son corps pas reconnu dans la société, qui est personne, et comment donner de la parole à personne, donc comment donner de la parole à son corps de femme sous-estimée, reléguée dans la société. Voilà, on pourrait résumer, voilà, après c'est pas, je dis rien de la langue là, parce qu'avec, on aime bien aussi les langues un peu sauvages, un peu percutées, un peu bousculées, un peu anormées, un peu... voilà, c'est pas un exercice formel de bousculade de langue, mais c'est quand même quelque chose où la langue doit crier quelque chose, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée, même dans les récits. Il ne faut pas que ce soit un simple récit voilà. Donc on a un peu ce guide. Voilà. Après, c'est un peu un guide. Et puis nous aussi, on a nos pas de côté des fois. Donc voilà, on a aussi une collection qui s'appelle Pas de côté, que j'ai pas là à amener parce qu'ils sont tous différents, qui sont des livres justement qui rentrent pas trop dans l'aldon, qu'on ne sait pas trop où classer dans nos collections et qu'on met dans notre collection Pas de côté. Le dernier de cette collection-là, c'est qu'on organise aussi une résidence dans les Monts d'Arrée. Et on a invité deux jeunes lilloises, Caroline Kransken et Elodie Claes, à venir en résidence pendant 3 mois dans les Monts d'Arrée. Et ces jeunes femmes sont vidéastes et écrivaines. Et donc on a fait en finale un livre qui a des poèmes de Caroline Kransken, des récits d'Elodie Claes, des captations photos des deux. Il y a une dessinatrice, Agnès Dubar, qui est venue les rejoindre, donc il y a des dessins. Et il y a aussi 2 films sous forme de DVD dans le livre. Un premier qui est un peu sur les Monts d'Arrée, terre de résistance, terre de solidarité, terre de... pas d'agriculture productiviste, enfin bon, voilà. Et un deuxième qui est où elles ont continué à filmer après leur résidence partout en France, dans quelques lieux en France, des lieux de résistance, avec comme fil de replanter des arbres ou de planter des arbres. Voilà. Donc, et ce livre s'appelle Arabat parce qu'elles ont été beaucoup impressionnées par un poème de Angela Duval en breton qui s'appelle Arabat. On peut traduire par ne pas, il ne faut pas. Ça suffit, bon, voilà. Donc ça, c'est un pas de côté, par exemple, parce qu'on ne le classait pas, voilà, et c'est un objet un peu bizarre, parce que c'est un livre où il y a des textes, des photos, des films, de DVD, des liens Vimeo, enfin bon, voilà. Donc, voilà, donc un peu l'idée générale. Et par ailleurs, Isabelle Sauvage continue à faire des livres d'artistes, en typographie, dans l'atelier que nous avons dans les Monts d'Arrée, et nous, il y a un livre par an en typographie qui sort, qui est dans la tradition des livres d'artistes, où a choisi un artiste et un écrivain, et elle les fait dialoguer, et c'est un dialogue à 3 avec elle, qui organise le livre, qui trouve une forme à ce livre, et qui le fabrique entièrement de A à Z, composant au plomb les textes, transformant en plaques de gravure les images, voilà, et donc le livre sort peu à peu des ateliers, et donc là on a la chance d'avoir ici une grande table, donc on peut présenter quasiment tous nos livres d'artistes dépliés, ce qui fait bien plaisir, et puis aussi nos livres offset. Michel Remaux, Isela Édition. Alors j'ai une maison d'édition, mais c'est à peine une maison d'édition, puisque je suis aussi l'artiste qui travaille dans cette maison-là. Donc j'ai à la fois la casquette d'éditeur et
et de plasticien. Ça fait 10 ans que je travaille avec cette casquette-là d'éditeur et d'artiste. C'est une histoire qui est intéressante parce qu'elle est liée au personnage et au poète qu'est Daniel Kay. C'est lui qui est un petit peu à l'origine de cette histoire, parce qu'avant je n'étais que plasticien, j'étais peintre, j'allais dire tout bêtement. Et puis j'avais quand même très 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 envie de faire du livre d'artiste. J'avais vu ceux de Thierry Le Saec notamment, qui m'avaient vraiment montré un peu la voie et puis montré que c'était peut-être ça qu'il fallait que je fasse quand j'en aurais un peu plus le temps. J'ai trouvé qu'en 2008, comme j'étais enseignant, j'ai pris ma retraite et que tout un espace-temps s'est trouvé dégagé et que j'ai rencontré Daniel Kay quelques mois auparavant. Donc il m'a tout de suite proposé de faire un livre avec lui. J'avais fait une exposition au Bellegoite, à la galerie d'Estelle, où il était également, on peut dire, conseiller culturel de cette petite galerie qui venait de s'installer. Donc j'ai fait l'exposition, ça lui a plu, ça l'a intéressé, et il m'a proposé un premier livre. Bon, voilà, ça c'était en 2008. On est en 2019 et 54 livres plus tard. Voilà, donc ça c'est une histoire à laquelle je tiens parce que je travaille toujours avec Daniel de manière récurrente. J'ai fait des livres classiques, des livres d'artistes, des livres pauvres, et puis il m'a fait bien entendu rencontrer bien des gens, découvrir un monde, etc. Donc c'est cette histoire des Isela Éditions me tient vraiment très à cœur. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure des années, que c'était effectivement vraiment ça. Ça a pris le pas sur mon travail de peintre, sur toile, sur papier, le travail sur le livre, avec tout ce que ça comporte de rencontres, de découvertes, de chocs, un petit peu à chaque fois que je reçois des textes nouveaux. Tout ça, je trouve que c'est une aventure à la fois humaine et plastique, bien sûr, esthétique, poétique, picturale, enfin, c'est de partage. Je vois dans le livre d'artiste, par-delà l'édition elle-même, mais dans le livre d'artiste, véritablement la réalisation d'un objet un peu à contre-courant de ce qu'on est en train de vivre un peu dans notre société. Et ça me motive énormément. Le fait que, d'abord, je limite mes travaux et mes exemplaires à 5, je n'en fais pas plus, donc 5 exemplaires. Ce sont toujours des travaux originaux, même s'il y en a 5, c'est chaque fois 5 travaux originaux, donc des monotypes. Et j'essaye d'inscrire ça donc dans un schéma de rareté de l'objet, de lenteur, de préciosité aussi par rapport au tout venant du travail d'édition classique en librairie. J'ai rien contre, hein, notez bien, mais par rapport, c'est vrai, à un travail original, j'allais dire, il n'y a pas photo. Donc voilà, je m'inscris là-dedans, dans ce travail sur le livre, parce que ça me plaît, parce que j'ai toujours aimé la lecture. J'étais prof d'anglais dans des classes de première et de terminale, donc j'étais déjà un peu habitué à décortiquer les textes anglo-saxons, notamment américains. C'est assez naturellement que je me suis tourné vers les poètes d'ici, de mon pays, pour les accompagner avec mes travaux et avec mes peintures. Voilà. Donc tout ce que j'espère, évidemment, c'est que ce travail va pouvoir continuer d'abord, mais je crois que ça en prend bien le chemin, heureusement pour l'instant,
et que je vais faire toujours d'autres rencontres, d'autres auteurs, d'autres poètes, et des manifestations comme celle d'aujourd'hui. Enfin, j'ai déjà participé l'année dernière à l'édition 2018. Enfin, ce sont des manifestations qui sont précieuses parce que le contact entre le public et puis création de livres, enfin les créateurs de livres, même si c'est peut-être un grand mot, peut se faire. Ce qui n'est pas si facile. C'est un objet, quand je disais tout à l'heure que c'est un objet rare, les contacts aussi sont pas faciles et sont rares. Donc un grand merci à tous les organisateurs, que ce soit pour Douarnenez, mais il y en a bien d'autres. J'ai participé récemment à La Rochelle à quelque chose d'équivalent. Il y a Morlaix avec les multiples, il y a Page à Paris, enfin il y a, de par la France, il y a quand même pas mal de salons du livre et de la poésie et du livre d'artistes. Et je crois que là, il y a tout un territoire à explorer et à faire découvrir au public, aux lecteurs. Parce que, de manière surprenante, les gens, même ceux qui lisent de la poésie, ne sont pas toujours au courant de l'existence de cet objet. Je peux d'ailleurs en montrer un si c'est bien. Voilà un par exemple ici. Voilà un livre, qui est un livre que j'ai fait avec Émilienne Kerrouas. Beaucoup de gens peuvent connaître Émilienne Kerrouas, mais ne savent pas forcément qu'elle a travaillé aussi avec des peintres et que ça a donné lieu à des objets comme celui-là, avec des textes, des peintures originales, collées, contre-collées ou pas, ou peintes directement. Elle me propose de lire peut-être ce livre parce qu'il est court, d'abord, il est court, et c'est le dernier texte inédit d'Émilienne. Bon, donc c'est commence ainsi. Mon chagrin rêve sans moi, pleure, buée, ondée, brève, comme en Bretagne, le temps. Le feu dans le jardin brûle le bois mort. Où me suis-je réfugié? Et là, j'ai pas fait d'accompagnement. La page est blanche. Rien que le texte. Nouvelle planche. Sous la terre, anticipant ma mort. Le souffle du poème futur me délivrera ou le silence. C'était le dernier texte inédit d'Émilienne, qui pour moi bien évidemment a une résonance toute particulière parce que elle a disparu très peu de temps après. Donc c'est voilà le genre de rencontre infiniment précieuse que jamais je n'aurais pu faire si je n'avais pas pu travailler, encore une fois par-delà l'édition, pu travailler sur le livre d'artiste qui est pour moi une véritable respiration indispensable à ma vie à l'heure actuelle.